Et je me demande si on n'est pas complètement en train de se planter. Tous ces services d'IA et autres qui n'ont pas pu arriver en Europe. On est sur la défensive, on est en train de tout fermer, de tout bloquer. Maintenant, on n'a même plus accès aux meilleures technologies. Politiquement, on n'a que des gouvernements qui servent à rien. Et je suis un peu énervé, c'est tout. Voilà. Ça, c'est l'eau de la Floride. Hein. Ça devait être sympa le réveillon de Noël avec Jérôme. Je pense qu'on a dû bien rigoler. Monde numérique, le grand débrief. Bienvenue dans le grand débrief de Monde numérique. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts, de la donnée et de la connectivité. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur le site freepro.com. Merci à FreePro de soutenir Monde Numérique. C'est parti pour le grand débrief de Monde Numérique. Chaque mois, on débriefe l'ActuTech avec des pointures du secteur et c'est un grand débrief spécial puisque c'est tout naturellement le dernier de l'année. Donc je suis ravi pour ce dernier grand débrief de l'année 2024 d'accueillir mes éternels camarades et fidèles amis aussi, il faut le dire. Tout d'abord, François Sorel. Salut François. Il est là, il fait sa danse des canards devant la caméra. Je suis en train de préparer ma chorégraphie pour le 31 décembre, forcément. Donc, c'est magnifique. Je répète, salut tout le monde. Heureux salut de vous François. retrouver. Où es-tu actuellement ? Dans quelle ville du monde es-tu ? Eh bien, je suis dans la ville préférée de Bruno Guglielminetti. Ah, la plus donc, belle. il maîtrise à la perfection l'accent. Ouais. Il s'agit de Marseille. Bonjour de Marseille, je suis très heureux de vous accueillir. Ça fait quand même plaisir. Hein. Il fait soleil chez nous, c'est le bonheur. Ah, c'est grandiose, j'adore. Bruno Guglielminetti à Montréal du podcast Mon Carnet. Mon Québécois préféré qui imite l'accent marseillais, j'adore ça. J'adore. C'est formidable. Merci d'être là. Il faut en avoir partout. Et moi, je vous accueille avec un peu de soleil. Voilà, c'est le soleil de Floride qui est derrière moi. Et ouais. T'es encore dans ta villa à Floride. Ouais, c'est pas un arrière-plan virtuel, c'est du vrai. Il fait beau aujourd'hui, il fait pas beau tout. Ouais, mais t'es pas trop bronzé. Qu'est-ce qui se passe ? Non, écoute, je suis pas là depuis longtemps et voilà. Ah, et je voulais pas vous foutre la honte. La honte. Bon, en tout cas, merci d'être là tous les deux, les amis. On se retrouve, que je l'ai dit, comme pour le dernier épisode, le dernier rendez-vous avant de passer à autre chose. On a plein de choses à se raconter et donc je vous propose d'attaquer tout de suite, si ça vous va. C'est toujours le même générique pour l'instant, le même habillage sonore, etc. Ouais, j'essaie de trouver quelque chose. Avec le budget qui reste. Tout à fait. Que de budget. Exactement. Bon, vous avez passé un bon Noël. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de 2024, on va parler de 2025, on va parler de tech, évidemment, ce qui est quand même l'objet de cette émission. Mais vous qui nous écoutez en podcast ou qui nous regardez sur YouTube, car c'est aussi en vidéo, eh bien, vous savez qu'on mélange un peu tout, du sérieux, du pas sérieux. Mais au fond, nous, on est quand même des gens assez sérieux, malgré tout. Ah, c'est. Ouais. Les amis, votre Noël s'est bien passé. Qu'est-ce que le Père Noël vous a apporté quoi, Bruno ? Le Père Noël, il m'a amené une petite table de montage sonore que je suis en train de tester. Et je vais l'essayer, puis j'en parlerai. Tu peux nous la montrer, là ? Pardon ? Ali, tu peux nous la montrer ou elle est attends, c'est compliqué. Hein. Non, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il me l'a montré tout à l'heure. Comme ça. Ah oui, voilà. C'est quelle marque, ça ? Ah, ça, je ne fais pas de publicité, là, quand même. Oh, mais c'est pas de la pub, c'est de l'info. Ces trucs-là. Mais donc, c'est ça, on m'a offert, on était tannés de me voir à la maison travailler à partir de mon clavier pour faire de l'édition numérique. Alors, on m'a offert ça.
Je les remercie. Ils se reconnaissent. Et puis, à partir de là, ça va faciliter le montage parce que du podcast, quand on fait du podcast, c'est beaucoup de fichiers audio à monter. Bon, François a un vague souvenir parce que maintenant, il y a des gens pour ça. Mais quand même. François a ses gens, si tu veux. Il fait plus son montage lui-même. Où sont-ils? Il en a jamais fait d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Non. Au tout début de la chaîne techno, je me suis amusé à faire 2 montages et puis après Jérôme m'a dit OK, je vais m'en occuper. C'est bon. Ça. Okay. Et François, qu'est-ce que tu as eu pour Noël, toi? Moi, j'ai pas eu de produit tech, mais un indice. Oh, ça se mange. Voilà. Ça se mange. Eh oui. Non, je plaisante. J'ai pas eu de produit tech en fait. J'ai eu pas mal de fringues. J'ai eu des petits trucs comme ça. Donc voilà. Bon, sympa. Et regardez ce que j'ai eu moi. Alors je montre à la caméra. Est-ce que vous connaissez ça? Eh oui. Non, c'est chromatique. C'est quoi ce truc-là? C'est une Game. Alors c'est une Game Boy. Donc je le décris pour ceux qui n'ont pas l'image. C'est complètement la Game Boy historique, sauf qu'elle vient d'être refaite par une boîte qui s'appelle Mode Rétro et qui a été créée par Lucker Palmer. Comment il s'appelle? Palmer Luckey. Vous voyez qui c'est, l'inventeur d'Oculus en fait. Ok. Qui maintenant fait des drones armés défensifs, etc. Il est passé complètement dans un autre genre de jeu, mais donc, parallèlement. Bombe dans ton voilà. de jeu. Sois pas surprise. Mais en fait, le mec, c'est un gros gamer et c'est un rétro gamer et donc il avait envie de remettre sur le marché une Game Boy et donc il a fait entièrement une Game Boy. Mais alors il est un peu modernisé, c'est un super matériau résistant, le verre est inrayable contrairement à la Game Boy d'origine, l'écran est beaucoup plus lumineux, etc. Mais c'est néanmoins quand même la vraie Game Boy. Ça vous rappelle quelque chose? Mais alors attends, pour que ça marche, il faut mettre quoi? Des cartouches Game Boy? Ouais, complètement. Non, c'est complètement. Tu mets des cartouches Game Boy, voilà, et c'est compatible avec les anciennes cartouches. Ok. Ouais, donc là, j'étais triste. C'est pas connecté du tout. Alors c'est pas connecté, mais il y a quand même, et ça existait pas sur la Game Boy d'origine, il y a un port USB qui te permet de déporter l'affichage sur un ordi ou un téléviseur. Et puis, Jérôme, tu n'as pas peur que ça va fonctionner quand il va y avoir des problèmes de licence avec Nintendo? Et je me suis posé la question. Je ne sais pas comment ils font avec au niveau licence avec Nintendo. Parce que moi, c'est la première chose auquel j'ai pensé quand je t'ai vu sortir ça. Je sais pas du tout. Là, ça va, tu mets des vraies cartouches originales que tu payes. Mais il y a plein de consoles qui sortent comme ça avec des, tu sais, les ROM téléchargés par dizaines ou par centaines qui te permettent de jouer à tous les jeux sans cartouche, quoi. Non, mais là, et c'est pas mal parce que si tu as des vieilles cartouches dans tes tiroirs, bah, tu peux les utiliser. Donc, est-ce qu'il y a une mémoire interne? On peut stocker? Non, mais c'est vraiment comme une Game Boy. Tu peux rien faire de plus. Tu vois, ma fille qui n'a pas connu la Game Boy, hier, elle dit, mais comment je fais pour télécharger un jeu? Non, et non, ça n'existait pas. Il faut aller au magasin. Il faut aller au magasin. Quoi? Et là, elle me dit, il y a qu'un seul jeu. Je dis, bah ouais, il faut changer la cartouche. J'en ai pas d'autre pour l'instant. Elle te jeté à la gueule. Elle me l'a jeté à la gueule. Ouais, qu'avec ton port USB, tu peux brancher un disque dur et avoir des jeux là-dessus, non? Je ne sais pas si tu peux vraiment accéder sur. À mon avis, tu dois avoir accès à une mémoire. Je crois pas. D'après les articles que j'ai lus à ce sujet, parce que c'est un peu le joujou de cette fin d'année aux États-Unis, ce truc-là. Tous les geeks de Floride s'arrachent ça. Voilà, tous les geeks de Floride et de Navarre s'arrachent ce joujou. Exactement. Comment t'as dit que ça s'appelait? Chromatique, c'est ça? Chromatique. Chromatique, c'est le nom de la console et la société qui fait ça, c'est Mode Rétro. Voilà, comme son nom l'indique, qui fait du rétro gaming. Les gens vont se promener au CS avec ça dans la main. Exactement. Leur téléphone. Maintenant, tout le monde doit avoir son Tetris et sa Game Boy dans la poche. Ouais, parce que j'avais commandé un robot Tesla, mais je sais pas ce qui s'est passé. Il est pas arrivé à temps. Alors, il y aura des rééditions de jeux, en fait. Ouais. Et c'est dingue, mais c'est toujours. J'ai l'impression que c'est vraiment en collaboration avec Nintendo. C'est bizarre. Parce que Nintendo, il rigole pas avec les. Non, il rigole pas. Avec les ayants droit. Hein. Non, mais il a dû passer un deal avec Nintendo. C'est pas des rigolos. Ah ouais. Ouais, d'accord. Bon, voilà, écoute, c'est original. Très bien. C'est amusant, hein. De mémoire. Cadeau coûte $199. Hein. Oh merde, mais on dit pas les prix des cadeaux. Je sais, mais c'est trop tard. De mémoire, messieurs, c'est la première fois que Nintendo ouvre son écosystème. Oui, ça me paraît bizarre cette histoire quand même. C'est pour ça.
Parce qu'ils ont toujours été très, très, très minutieux dans dans le hardware. Là, Ouais, mais tu sais, s'ils ont passé un accord de licence alors que eux n'avaient pas du tout l'intention de refaire une Game Boy, voilà. Mais ce serait une première. Bah, ce serait une première, exactement. tout à fait. À creuser cette histoire-là. Ouais. Mais elles sont jolies. En plus, tu vois, le mec, il a été. L'idée, c'était d'être fidèle à la Game Boy d'origine, mais d'améliorer juste ce qui pouvait être amélioré sans la changer. Et en fait, l'affichage est complètement, c'est l'affichage d'origine, quoi, avec des comment ça s'appelle. Voilà, je vais vous montrer pour ceux qui sont devant la caméra. Donc un petit Tetris. Voilà comment ça se passe en fait. Ah ouais, bah c'est le bon vieux Tetris, quoi. C'est le bon gros Tetris historique. D'après ce que j'ai compris, là où ils sont malins, c'est qu'ils sortent des jeux, mais il n'y a pas de logo Nintendo nulle part. Non, il n'y a pas de logo Nintendo. Donc je me demande si, tu vois, ils surfent pas un petit peu sur la mode en copiant le truc sans vraiment assumer Nintendo derrière. Ouais, peut-être. C'est intéressant parce que juridiquement, c'est assez touchy quand même. Hein. Ouais. Je pense que ta console, il faut que tu la gardes parce que elle va être collector très vite. Ouais, c'est possible. Tu penses que je vais me faire arrêter à la douane? Non, mais peut-être que tu vas, avec l'adresse IP là, de ton système qui circule. Au revoir, bientôt. Merde. Bon, enfin voilà, ça c'était donc pour Noël. François, Bruno, je vous avais demandé effectivement de réfléchir un petit peu chacun de votre côté avant qu'on démarre à ce qui vous a marqué en 2024, puis après on parlera de ce que vous entrevoyez pour 2025. On s'est retrouvés tout au long de l'année, une fois par mois, pour passer en revue tous les sujets. Alors, ma grande question est, qu'est-ce que vous retenez le plus de cette année 2024 au fond? On commence par Bruno. Moi, comme Bruno, hein, c'est pareil. Pour moi, c'est la même chose que je retiens. Attends, il a rien dit pour l'instant. Non, mais je le sais. Je sais parce que je le connais. Tu sais ce qu'il va dire. Ben oui. Ah, puis c'est bizarre parce que moi, j'allais dire la même chose. Moi, je suis persuadé que François... Vous avez décidé de me planter mon podcast, là, c'est ça? Non. Non. Mais même toi, je pense que tu seras d'accord avec nous. T'as dit qu'il fallait qu'on soit sérieux. On va être sérieux, un petit peu. Ouais. Alors, vas-y, Bruno. Ben écoute, moi, c'est sûr que ce qui me marque de 2024, c'est la fin de 2024, mais bon, ça, c'est une autre discussion à avoir. Mais d'abord et avant tout, je pense que... Ah ouais. J'aime beaucoup ton public, sérieusement. On sent quand même les moyens. Hein. T'as branché la console Nintendo sur ta table, c'est ça? Ouais. Tu vois, tu as économisé en musique et il a investi en public, c'est bon ça. Mais donc, non, je ne serais pas original du tout, puis je vais dire que c'est sûr que c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Tiens, ah bon? Ça alors? Il n'y a pas d'effet. Moi, je pensais que tu m'aurais parlé des écrans 3D ou bien de... Ouais. La télé 3D. Non, la télé 3D, par exemple, ou des casques Bluetooth. Ouais. Non, mais évidemment, l'intelligence artificielle. Et toi aussi, c'est ça, François? C'est ça que tu voulais dire? Alors moi, c'est un peu ça, mais pas entièrement. Moi, je trouve que 2024 m'a marqué par le mix entre l'IA générative et la robotique. Parce que j'ai vu des trucs en 2024 qui m'ont bluffé. Du côté de Figure.ai, mais aussi Optimus, enfin on en a déjà parlé, mais c'est vrai que j'ai été vraiment bluffé par ça, par le fait qu'on a fait énormément de progrès en électromécanique avec si tu veux, des gestes ultra précis d'humanoïdes, aussi bien lorsqu'il marche, mais quand il manipule des objets. Enfin, il y a des vidéos incroyables. J'en parlais dans Tech & Co il y a pas longtemps. D'ailleurs, il y a 2 vidéos qui sont sorties. Je crois que c'était Optimus. Je crois bien que c'était Optimus qui rattrapait une balle de tennis à la volée. C'était ça. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui lui jette une balle de tennis à la gueule, quoi. Et le truc l'attrape comme toi tu pourrais l'attraper, quoi, avec une réactivité. Et puis aussi cette vidéo qu'on a vue sur cet Optimus qui a 2 doigts de se casser la figure quand il dévale une butte comme ça, mais qui se rapproche. Alors ça, c'est que de l'électromécanique, mais quand on rajoute l'IA générative derrière et que on peut imaginer des dialogues et un apprentissage à la fois des gestes, mais aussi des comportements qui va être beaucoup plus rapide qu'avant, je me dis que, enfin, moi, c'est ce qui m'a marqué. On en est à l'an zéro, mais c'est quand même assez impressionnant ce qui se passe là, je trouve.
Et Bruno, toi, quand tu parlais d'intelligence artificielle, c'était l'IA, enfin tout ce qui s'est passé sur tous les fronts de l'IA Oui, mais c'est générative. particulièrement de voir les GAFAM chercher le modèle économique. Parce que en 2003, boum, ils sont arrivés avec chacun leur déclinaison, mais là, ils cherchent à rentabiliser. Et quand on voit, puis ça, c'est en fin 2024, quand on voit Microsoft qui est en train de pousser dans la gorge à ses clients en Australie et en Asie du Sud-Est une nouvelle version de leur abonnement 365 où l'IA ou Copilot est intégré, mais obligatoirement, et donc, dû à ça, augmente leurs frais d'abonnement. Est-ce que, en bout de ligne, on n'est pas en train de forcer le foie dans le canard ou le gavage dans le canard? Belle image. Ben, j'essaie d'être de saison en plus. Ouais. Mais c'est ça, moi, que je trouve assez intéressant. Même chose pour Google, qui sont en train de se demander ce qu'ils vont faire. OpenAI cherche à monétiser ses services. Là, on parle d'un tarif de 2 000 $ par mois pour les gens qui vont vraiment l'utiliser pour un gain financier. Pensez que ce soit les créateurs, les avocats et compagnies qui l'utilisent maintenant comme presque un employé. Là. C'est ça qui est intéressant. Donc, l'IA, puis l'an prochain, ça sera toujours probablement l'IA aussi qui va marquer, mais cette année, c'est l'IA dans son intégration commerciale. Parce que c'était beau, c'est arrivé l'année passée, mais cette année, tout le monde cherche à faire de l'argent. Là. Ouais, mais il y a aussi, tu crois pas, un peu d'incertitude de la part des entreprises qui se sont jetées là-dessus en 2022 et puis enfin 2023 et qui en 2024 se disent bon, ok, d'accord, on a investi beaucoup, on paye des licences très chères à Microsoft et tout, mais quel bénéfice on en retire ils se posent un peu des questions quand même. Oui, c'est pour ça que là, ils cherchent différentes façons d'arriver à monétiser le truc. Puis parallèlement, il y a des petits joueurs qui roulent et qui essaient d'avancer. Comme par exemple, en cette semaine de fin d'année, on apprenait que finalement, Gemini, une partie de ses réponses viennent d'Anthropic, le Claude. Ouais. Oui, justement, l'information a coulé. Et puis, Gemini, en tant que tel, certaines fois performe mal. Alors, puis là, on parle de millisecondes, là. Alors, pour arriver à offrir quelque chose d'intéressant ou d'intelligent, pour qu'ils sont en train de pomper sur... et puis, Anthropic, là, dans lequel ils ont investi des milliards, on s'entend. C'est pas, ils sont pas en train de voler personne, là. Mais c'est ça. Il y a comme un équilibre qui est en train d'être recherché en 2024, selon moi. Ça va être intéressant de voir s'il n'y aura pas aussi une espèce de consolidation de tous ces acteurs. Enfin, exactement, pas tous, parce que exactement. Google n'ira pas avec Microsoft, etc. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs pour un marché qui n'est pas encore évident forcément en termes de business. Et je pense notamment à toutes nos pépites françaises, Mistral, etc., etc. Voilà, comment tout ça va évoluer? Est-ce qu'on se retrouve pas finalement avec beaucoup, beaucoup d'acteurs et que au bout du compte, à la ligne d'arrivée, il y en aura trop, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, franchement, je pense que, tu vois, les plus petits, entre guillemets, notamment entre Anthropic et Perplexity, c'est pas... ce serait pas absurde, enfin, ce serait pas impossible qu'il y en ait une qui boive le bouillon dans l'histoire. Vous croyez pas ? Bien sûr. Alors, je pense. Après, Anthropic, il y a du beau monde derrière. Anthropic, il y a Google, etc. Perplexity, c'est pas mal non plus, mais ils sont un peu plus seuls. Est-ce que c'est pas eux les plus fragiles, finalement ? Il y a finalement ? Google, et je crois qu'Anthropic, il y a aussi Amazon qui a investi beaucoup d'argent. Ouais. Donc, Perplexity, je ne sais pas. Je ne connais pas les investisseurs de Perplexity. Mais ça va être intéressant de voir comment tout ça va se... Et puis, il y a aussi tout ce qui est la partie IA Search, qui est très intéressante aussi, qui sera l'une des grosses tendances de 2025, qu'on a du mal encore à appréhender au quotidien, mais moi, je commence à m'en servir un petit peu. Il y a des trucs que j'aime, des trucs que j'aime moins, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir. Est-ce que Google va trembler Est-ce que Google devient un colosse au pied d'argile, finalement, avec cette nouvelle méthode de recherche ? On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à rebondir, Google. Ils n'arrivent pas à trouver leur second souffle face à ce mouvement-là. Gemini est un peu à la ramasse. En plus, ce que tu dis, il n'est pas autonome finalement. Il s'appuie sur Anthropic. Sur le search, on s'intéresse plus à GPT Search qu'à Gemini. Copilot est pas mauvais sur le search. On n'en parle pas beaucoup, mais ils sont vraiment pas mauvais. Depuis longtemps.
Ouais, mais c'est pas, l'usage est vraiment bien. Pas ça qu'ils vendent. C'est ça non, c'est pas ça qu'ils vendent, donc personne n'en parle finalement, alors que c'est plutôt intéressant. Et je sais pas ce que. Bing. Mais je m'excuse, vous avez le seul problème, c'est que c'est avec Bing. Pardon, François? Oui, Bruno. Non, je disais, le seul problème, c'est que c'était avec Bing. Copilot. Et ça, c'est quand même une enclume difficile à transporter, si tu veux. Au bout d'un moment, c'est lourd. Mais vous avez mentionné Mistral. Et moi, je serais curieux de vous entendre là-dessus parce que bon, c'est beau, puis c'est sympathique, puis évidemment, vous pouvez être chauvin pendant 30 secondes, mais une fois qu'on a dit ça... Je sais ce que tu vas dire. Ouais. Non, mais bon, il a été inclus dans la trousse de IA de AWS. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle on en parle encore. Est-ce que vous voyez, justement, dû à la grande concurrence internationale, vous voyez... Mistral, on les voit pas pour deux raisons. D'abord, ils n'ont pas de produit grand public. Ils ont un chatbot, ils ont le chat, mais c'est juste une vitrine comme ça que personne n'utilise. Et deuxièmement, et donc ils sont en B2B, mais en revanche, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent les IA de Mistral. Et pour la deuxième raison qui fait qu'on n'en parle pas tant que ça, c'est que c'est de l'open source. Ou en partie de l'open source, pour une grande part de l'open source, et du coup, tout le monde se l'approprie. Il y a quand même pas mal de boîtes qui utilisent les modèles de Mistral, je crois, mais c'est un peu sous le radar, c'est pas médiatisé parce que... Ben, comme Lama, écoute, c'est rendu, là, ils ont passé le cap des centaines de milliers d'entreprises qui utilisent le Lama de Meta, mais il n'y a personne qui en parle parce que c'est du B2B. Il n'y a pas vraiment d'outils pour les consommateurs. Ben là, maintenant, c'est intégré à même les outils de WhatsApp et Instagram, là, mais j'ai vraiment... Après, je pense qu'il faut qu'au-delà du chauvinisme, il faut soutenir Mistral, parce que c'est je veux dire, c'est une solution française et donc européenne, souveraine. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Voilà. Oui, c'est vrai qu'ils ont de plus en plus d'actionnaires étrangers, notamment américains, mais... voilà, et puis parce que ils ont quand même leur spécificité. Il y a une certaine frugalité dans la manière dont ils appréhendent l'IA générative. Elle consomme beaucoup moins de ressources, donc c'est peut-être aussi un coup d'avance. Tu vois, qui est peut-être à jouer, mais c'est vrai que malgré tout, si on voit le verre à moitié vide, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, c'est certain. Mais comme c'est compliqué, en fait, pour toutes les solutions européennes innovantes, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on parle d'IA, mais bon, voilà, le cloud, c'est compliqué. Les puces, n'en parlons pas. Enfin, c'est compliqué, parce que les investissements ne sont pas les mêmes. Quand Meta met 10 milliards, nous, on va mettre 100 millions. Enfin, je schématise, mais c'est presque ça. Ouais, c'est ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve aussi que 2024, l'homme de 2024, et je suis étonné qu'il n'ait pas été célébré entre guillemets plus que ça, c'est quand même Sam Altman, le patron d'OpenAI. Oui, tu as raison. Parce que je trouve qu'il a mené sa barque de manière assez incroyable. Alors c'est pas de l'admiration et de, tu vois, je suis pas en train de dire c'est génial, c'est un nouveau dieu, c'est pas ça. C'est en toute objectivité, regardez le parcours de ce mec qui commence par s'acoquiner avec Elon Musk, puis qui ose défier le grand Elon Musk parce qu'il est quand même maintenant un couteau tiré avec Musk, qui a réussi aussi contre toute la à l'inverse de ce que voulait faire son entreprise au début, et donc il y a eu des clashs, il y a le départ de Stutzkever, là, le cofondateur. Il a réorienté OpenAI pour en faire une boîte de business avant tout, en nous faisant miroiter la fameuse intelligence artificielle générale. Il a hyper bien travaillé son image dans les médias américains, on le voit dans les podcasts, les interviews, etc. Maintenant, il a même changé sa façon de parler. Il parle de manière très posée, un peu comme il veut s'imposer comme un grand sage qui réfléchit à l'intelligence artificielle. Et il arrive à mettre ses billes de tous les côtés, à passer des deals. Il a ce deal avec Microsoft qui lui permet de vivre aujourd'hui, qui permet de faire fonctionner, d'entraîner les modèles grâce à Azure et grâce aux millions de Microsoft. Parce que OpenAI gagne pas assez d'argent, donc ils sont bien contents de trouver les millions de Microsoft. Mais demain, on sait qu'ils vont avoir un problème avec Microsoft parce que il va y avoir friction et OpenAI va vouloir aller de son côté, Microsoft du sien. Et lui, il arrive à naviguer là-dedans, je trouve, avec une espèce de brio assez incroyable. Et vraiment, en 2024, ça a été pour moi l'année Sam Altman quand même.
Ouais, t'as raison. Je sais pas ce que vous en pensez. T'as raison, puis d'autant plus que il y a tout le jeu des alliances, parce que bon, il faut quand même, tu parlais de l'argent qui a été cherché, il a quand même été ramassé en tout 10 milliards de dollars. Il faut quand même le faire. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Et c'est ce qu'on attend d'un CEO, tu vois. Oui, c'est ce qu'on attend d'un CEO, c'est d'aller chercher de la thune, quoi, en gros. Hein. Dans la tech, oui. Puis là, il est en train de regarder pour créer lui-même ses processeurs. Avec une entente, c'est drôle parce qu'on en parlait la première fois sur Tech & Co. Et il y avait des gens qui doutaient autour de la table. Et puis moi, j'étais bien content. J'avais les informations de première main, puis je savais que ça c'était en train de se faire. Là, j'ai hâte de voir si 2025, on va mettre les plans sur table et on va commencer à créer les industries où ça va se faire. Mais c'est ça, il veut devenir de plus en plus autonome et tu as raison de mentionner dans un contexte où il est en froid avec Elon Musk, donc la Maison-Blanche et donc Exactement. Les États-Unis. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il va jouer un coup de poker puis il va aller, par exemple, dans les Émirats arabes unis? Est-ce qu'il va se déplacer? Ça, c'est tout c'est sur les cartes, là. Parce qu'à un moment donné, il va sentir la chaleur. Avec un Elon Musk qui est aussi près du pouvoir, pour pas dire qu'il détient le pouvoir, la pression va être forte. Et Elon Musk court après lui, justement, parce que il veut sa Parce qu'il a des comptes à régler. Il a des comptes personnels. C'est un peu un psychopathe, de toute façon, Elon Musk. Et c'est vrai que là, il est sur vis-à-vis d'OpenAI. Ah ouais. C'est une obsession. Donc, mais en même temps, c'est un pragmatique. Et Trump est encore plus pragmatique, donc ils pourront pas s'aborder une pépite américaine comme ça. Oui, puis aujourd'hui, OpenAI est incontournable, et puis ils ont plein de projets. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé dans Tech & Co, il y a cet objet connecté bourré à l'IA générative qui devrait arriver, designé par Jonathan Ive, l'ancien designer de chez Apple. Là, il y a, pas plus tard qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une news qui est tombée concernant la volonté d'OpenAI d'investir dans la robotique. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que je pense qu'ils se rendent compte que la robotique plus l'IA générative, c'est peut-être le salut, l'un des chapitres d'innovation qui arrivera l'année prochaine ou là dans les mois qui viennent. Donc ils sont sur tous les fronts, OpenAI. Et puis en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils communiquent de manière totalement décomplexée sur tous leurs sujets. C'est-à-dire que c'est fou. Et ça, moi, j'apprécie. Autant un Google, vu sa taille, est obligé de prendre des pincettes pour annoncer un nouveau modèle, etc. Et encore, au départ, c'est des bêta-tests qui durent des plombs, des éternités. Autant ChatGPT, alors bon, de moins en moins, parce que maintenant, ça devient une boîte immense, mais balance, il y a tout un calendrier, un agenda de sortie de nouveaux produits. Ils ont tout compris, en fait. C'est ça qui est fort. Ils sont toujours au cœur de l'actualité. Et leur marketing est très, très, très bien pensé, je trouve. François, pour illustrer ce que tu dis, j'ai tellement trouvé ça génial de leur part au niveau de la communication, là, les 12 jours de décembre. À tous les jours, ils sortaient une nouvelle fonctionnalité, un nouveau truc, alors que l'actualité, on s'entend, elle commence à être tranquille. Alors, toute la presse informatique, toute la presse technologique, le lifestyle était là-dessus et ils avaient une visibilité. Même s'il n'y avait pas que des news, tu vois, sur les 12 jours, sur les 12 innovations qui ont été annoncées, c'était assez inégal. Mais malgré tout, c'est vrai qu'ils ont tenu comme ça l'actu. Et c'est intéressant parce que Google a dégainé pendant cette période des informations liées à l'IA ou non d'ailleurs, parce que je crois qu'ils se sont rendus compte que finalement, OpenAI était en train de prendre le lead en termes d'information. Il fallait qu'ils allument des contre-feux. J'imagine Google à la ramasse, quoi, qui court derrière. Alors après, tout n'est pas parfait, puisqu'on s'aperçoit que le fameux Sora qui permet de faire des vidéos, il est pas si génial que ça. Et en revanche, le VO2, il est beaucoup moins bon que il est beaucoup moins bon que celui de Google. Il est moins bon que celui de Google. Donc mais eux, ils ont été assez intelligents il y a 6 mois pour en parler. Alors, tout le monde l'attendait. Là, il est sorti. Et tu le sais, l'idée, c'est l'attente qui fait qu'on parle d'un produit. C'est les fameux iPhones nous ont montré ça dans le temps. Tout le monde en parle pendant des Microsoft mois. a fait ça pendant des années en promettant toujours des nouvelles versions de Windows, etc. Et on appelait ça du vaporware, du logiciel vaporeux, parce que ça n'arrivait pas, mais... On a arrêté d'utiliser l'expression, mais c'est tout à fait ça. Mais François avait raison. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis le 30 novembre 2022,
Google est à la course derrière OpenAI dans le domaine de l'IA. C'est fascinant. Mais je rebondis juste sur ce que disait François, parce que je suis entièrement d'accord, et l'une des perspectives à venir, c'est la convergence entre l'IA générative et la robotique. Ça, c'est vrai, c'est un truc qui nous fait rêver. Mais regarde, en revanche, là, il y a quelque chose qui va pas, parce que il y a bien longtemps que OpenAI et Tesla auraient dû faire des choses en commun. Mais comme les deux sont à couteau tiré, ils le font pas, et c'est finalement ils s'handicapent les uns les autres, parce que OpenAI, OpenAI, tout naturellement, il est fait pour aller dans le robot Optimus. Mais non, il peut pas, donc il va aller chercher un autre robot ailleurs, etc. C'est un peu dommage, ça. Mais de l'autre côté, Elon Musk et voulant le contrôle absolu sur tout, c'est pour ça qu'il a investi des milliards dans la création de xAI, qui est devenu, ça a pris quoi? C'est 4 mois pour monter ce truc-là, et puis appuyé par les gens de NVIDIA qui ont été là pour répondre à la commande. C'est un centre de supercalculateurs, un des plus puissants sur le continent américain. Et puis là, maintenant, il peut faire joujou avec cette puissance de calcul-là pour servir Optimus et ses nouveaux projets. Et avec des résultats qui sont pas trop mauvais, hein. Grok, ne serait-ce que pour les images, toi tu l'adores, je sais Bruno, mais même pour le texte et tout ça, il s'améliore, hein. Mais tu vois, tu parlais d'association, mais je pense qu'on est on n'est pas dans une logique de partenariat avec ces business-là, parce qu'ils sont tellement énormes. En fait, il y a des perspectives je pense, de business tellement incroyables avec la robotique et l'IA générative, que chacun va essayer de mener sa barque le plus longtemps possible. Être propriétaire. Tu vois, oui, mais si Musk et OpenAI ne s'étaient pas brouillés, en toute logique, ils auraient pu faire des choses ensemble. Ouais, mais... Parce qu'OpenAI, c'était Musk au début quand même. Hein. Ouais. Oui. D'ailleurs, dans Figure.ai, c'est là où tu as raison. Je crois qu'il y a OpenAI. Dans Figure.ai, il y a ChatGPT dans les robots. Mais je pense que OpenAI aujourd'hui se rend compte du potentiel de tout cela et va essayer le plus longtemps possible de créer sa propre voie avec ses propres robots et son propre cerveau, en quelque sorte. C'est sûr. Et tu vas voir qu'ils vont nous annoncer quelque chose en 2025. Ça, j'en suis sûr. Il y aura un robot OpenAI qui va débouler. Puis avant ça, le petit appareil. Et pourquoi pas designé par Jonathan Ive? Tiens, est-ce que ça serait pas ça l'objet tu vois, l'objet qui nous fait tous fantasmer et qu'ont évoqué Sam Altman et Jonathan Ive? On ne sait pas. Ça peut-être. Ouais, finalement, en 2030, il n'y aura pas un seul robot disponible sur le marché, mais robot humanoïde qu'on pourra acheter pour la maison, mais il y en aura peut-être plusieurs, en fait. Ouais. Après, on s'est planté plein de fois sur des prédictions d'innovation. Voilà, moi, je me souviens où on disait que la VR, ça allait être génial et que la télé 3D allait bouleverser notre quotidien. Bon, on en a raconté des conneries, mais moi, je mettrais un billet quand même là-dessus, sur la robotique et l'IA générative. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être assez révolutionnaire. C'est sûr. Bruno, tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'est François sur ce qu'il racontait par rapport à peut-être que le robot allait être la nouveauté promise là, de l'objet connecté intelligent, sachant que François passe sa vie à signer des non-disclosure. Mais par rapport à ça, je me dis, c'est intéressant. Tu lui fais sa légende, là. Il signe rien. À part les chèques pour sa maison. Je ne sais pas écrire. Et en plus, ces chèques, c'est so 80s. C'est so 80s, ouais. Bon, les amis, on a déjà bien labouré le sujet. Alors, j'ai un peu de mal à vous poser la question que je voulais vous poser. Que prévoyez-vous pour 2025? Parce qu'on l'a déjà un peu évoqué. La suite. Voilà. Mais pour vous, la suite, c'est quoi? Et même, pour moi, c'est le 1er janvier, je veux dire. Ouais, puis après le 2, puis après le 3. D'accord. Donc, vous continuez sur ce terrain-là. C'est autre chose pour toi? Oui, je pense qu'il y a d'autres choses à dire que le fait qu'après le 1er janvier viendra le 2 janvier, puis le 3 janvier. Ça. Donne-nous un exemple, par exemple. Allez, eh bien, la question, que voyez-vous pour l'Europe en 2025, et notamment pour la France? Des nouvelles lois? Les mines dépitées. Non, mais c'est quoi, des nouvelles lois? Non, je pose la question, après je vous donnerai mon avis, mais d'abord, peut-être j'ai des choses à dire aussi. Mais... Comment, Bruno?
peut-être un nouveau gouvernement. Enfin, je dis pour l'Europe, c'est un peu égoïste parce que toi, tu vis pas en Europe. Donc, mais c'est vrai que la question est quand même assez récurrente. Tu es très tourné vers l'Europe, donc ça t'intéresse aussi. Comment tu vois les choses? Ben, moi, je pense qu'il va y avoir plein de nouveaux gouvernements un peu partout à travers l'Europe. Et ça va changer la donne. C'est vrai que c'est en train de bouger, oui. Ben oui, c'est en train de bouger. Ouais. Mais après, si on prend un peu de recul et qu'on se dit, voilà, parce que ta question, c'est quoi? À quoi va ressembler la souveraineté technologique en 2025 au niveau européen, c'est ça? Oui, puis pas que la souveraineté technologique, c'est l'essor économique aussi, parce que on parle d'économie et on parle de santé financière des pays derrière. Nous, on sait qu'on est dans une merde noire au niveau budgétaire, par exemple. Si on avait une économie qui se porte bien, notamment grâce à la tech, ce serait un peu plus joyeux. Mais revenons sur la souveraineté numérique parce que vous êtes quand même l'Europe, ben vous avez le nez dedans, donc vous ne le voyez pas, mais sur la planète, vous êtes probablement les plus grands porte-drapeaux de cette approche-là en disant, de cette prise de conscience-là. Et ça nous rapporte quoi? Oh ben, jamais rien, mais bon, vous le faites quand même, tant mieux. C'est votre grandeur d'âme. Mais vous êtes les porteurs de drapeau de ça et par la suite, ben, ça percole à travers le monde. Il y a une prise de conscience depuis que vous l'avez fait. Moi, je le vois au Canada. Il y a des milliards maintenant qui sont investis pour développer la souveraineté numérique du Canada, alors que notre voisin, c'est les États-Unis et qu'on est emmaillé comme ça dans tous les systèmes. Mais ça vient d'une prise de conscience que d'abord, vous avez faite et puis qui ont fait réfléchir des gens. Puis là, ben maintenant, on voit des exemples un peu partout. Mais j'ai hâte de voir en 2025 ce que ça va donner. Parce que c'est une chose de le faire. On vient avec Mistral, mais l'État n'a pas investi une fortune dans Mistral, par exemple. Non. Le problème, c'est que l'État n'a plus d'argent, donc ça c'est clair. Non, puis c'est pas le rôle de l'État d'investir. Ça devrait pas être le rôle de l'État d'investir dans les entreprises, quoi. Ça dépend. Le rôle de l'État, à la limite, comme c'est le cas aux États-Unis depuis des dizaines d'années, c'est de passer des commandes aux entreprises françaises. C'est des subventions déguisées. Mais enfin bon, les boîtes françaises pourront en parler bien mieux que moi. À chaque fois, c'est un parcours du combattant. Il faut déjà être riche pour pouvoir répondre aux appels d'offres, pour comprendre, pour s'occuper de toute la paperasse, le machin, le truc, pour arriver à convaincre, pour arriver à dire que du cloud européen ou français, c'est aussi fiable que celui de Microsoft ou d'Amazon. Et puis, il faut le prouver. Et puis, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien si c'est vrai. C'est ça le problème. François, comment tu vois les choses? Non, mais je suis d'accord avec vous. Après, j'essaie toujours de voir le côté positif de tout ça. On a quand même des spécificités. On n'est pas mauvais dans tout ce qui touche la santé. Et parce que aujourd'hui, tout est vraiment intimement imbriqué, l'IA générative et la recherche médicale. Moi, je le vois dans Tech & Co, je reçois plein de boîtes de startups passionnantes qui font des trucs incroyables et qui vont exploser dans quelques années. Et quand je dis exploser, c'est vraiment dans le bon terme. Et on va accélérer la recherche médicale et la manière dont on va soigner les gens dans quelques années grâce à l'IA générative. On s'en rend pas compte, mais vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et ça, c'est made in France en partie. En partie. Non, parce que le meilleur docteur aujourd'hui, tu as vu tous les tests qui ont été faits, c'est ChatGPT. Je te parle pas de ChatGPT, je te parle d'algorithmes qui permettent de... Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une complexité qui me dépasse, mais en gros, pour, si tu veux, simuler des molécules et simuler... En gros, l'IA générative permet d'accélérer, mais d'une manière exponentielle, la recherche de médicaments. Voilà. Et la recherche de médicaments personnalisés surtout. Aujourd'hui, tu prends le cas d'un cancer. Le problème du cancer, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de te soigner avec une thérapie sniper, tu vois, qui va vraiment, au niveau cellulaire, faire du mal aux cellules qui méritent d'être attaquées, et ben nous, on a, si tu veux, le gros pistolet qui envoie plein de petits jets partout et qui tue à la fois les bonnes cellules et les mauvaises cellules, tu vois. Et là, grâce à l'IA générative, on va pouvoir cibler véritablement la maladie pour éviter d'affaiblir, si tu veux, le système immunitaire par
le traitement qu'on a aujourd'hui qui est très dévastateur parce qu'il est très généraliste, si tu veux. Je schématise et j'ai pas les non, mais on comprend bien le truc, c'est sûr. C'est le cas souvent en médecine, hein, d'ailleurs. Non, mais voilà, et ça, alors je parle de ça, mais il y a plein d'autres médicaments qui vont bouleverser la recherche médicale dans quelques années. Et ça, il y a beaucoup de startups françaises qui lèvent beaucoup d'argent d'ailleurs là-dessus. Hein. Si tu me permets d'ajouter, moi, l'exemple le plus parlant que j'ai vu en 2024 là-dessus, puis ça va aller en s'améliorant en 2025, alors que Elon Musk n'arrête pas de communiquer sur ses implants pour le cerveau qui permettent à quelqu'un de jouer aux cartes ou de faire déplacer quelque chose sur son écran. Tu as un institut en France qui, elle, est rendu à installer des implants et qui permet à des gens de marcher. Bien sûr, c'est le CEA. Oui, tout à fait. Justement. Non, mais c'est pour te montrer. Alors, c'est à croire que tout est dans la com parce que t'en as un qui investit des millions à faire parler de lui tant mieux si la personne est capable de jouer aux cartes sur son ordinateur, mais entre jouer aux cartes sur un ordinateur et être capable de remarcher, mais dans le silence parce que personne n'en parle. Il faut écouter les bons programmes, hein, cher ami, parce que les gens qui écoutent Monde Numérique, ils ont déjà entendu 2 ou 3 fois et ton carnet aussi. Ouais. Après, si tu veux, c'est des sujets qui sont tellement touchy parce qu'il y a ça suscite tellement d'espoir, la recherche médicale et ces technologies que tu peux pas communiquer à la Elon Musk et raconter n'importe quoi à n'importe qui, tu vois. Le CEA mène ses expérimentations quasi en secret, quoi, parce qu'il y a énormément d'attentes là-dessus, parce que si il y aura des choses concrètes qui pourront peut-être se généraliser, ils ont fait des choses sera dans des... Oui, Jérôme, mais ça reste encore du prototypage. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire aux gens qui sont tétraplégiques, dans 5 ans, vous allez pouvoir remarcher avec nos technologies. C'est pas possible, tu vois? Donc, je pense qu'il y a aussi cette retenue de chercheurs qui est propre à l'Europe, qui va parfois trop loin. Je pense que parfois on crie pas assez et on ne communique pas assez sur tout notre savoir-faire. Moi, Jérôme, on connaît bien le CEA. Hein. Moi, j'y suis allé il y a quelques mois. J'ai fait un Tech & Co incroyable avec des chercheurs formidables dans divers domaines. Mais c'est vrai que ils restent dans leur microcosme et dans leur écosystème. Et je crois que c'est dans leur manière de vivre de ne pas communiquer en fait sur ce qu'ils font, tu vois. Oui, ça c'est très français, hein. C'est ce qu'on reproche aux Français, alors que c'est respectable d'un côté parce que tu suscites pas d'espoir démesuré, mais c'est regrettable d'un autre côté parce que pendant ce temps-là, personne ne le sait. Et tu as un Elon Musk qui fait des choses remarquables, hein, par ailleurs, hein, avec Neuralink, qui lui envahit les médias du monde entier avec ces technologies. C'est 2 points de vue différents. C'est sûr. Et Google a toujours fait ça. Dès qu'ils lèvent le petit doigt, ils font une vidéo qui devient virale. Boston Dynamics aussi. C'est un cas particulier parce qu'ils sont vraiment en avance. Mais là, tu touches véritablement un sujet qui est hyper sensible, qui est le fait de pouvoir redonner une autonomie à des gens qui sont paralysés à vie, si tu veux. Donc, tu peux pas... Je pense qu'il doit avoir aussi une certaine retenue pour ne pas aller trop loin et susciter trop d'espoir. Je pense pas pour le volet éthique, mais de susciter de l'espoir, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Puis d'autant plus qu'on s'entend que c'est des deniers publics qui sont derrière en partie. Oui, mais il faut pas susciter trop d'espoir non plus. Il ne faut pas susciter de faux espoirs. Tu veux dire. Demain, vous allez pouvoir faire un marathon alors que vous êtes dans votre fauteuil roulant, tu vois. Peut-être qu'après demain. Mais il y a plein de trucs aussi sur les exosquelettes. Regarde avec l'entreprise Vandercraft française là, qui au JO a permis à une personne tétraplégique de porter la flamme olympique. C'est marcher dans la rue, c'est incroyable. Bien sûr, bien sûr. Bon, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très cher, c'est très lourd. Voilà, ouais, mais ça, c'est toujours pareil. Bon, enfin, c'est bien, je vous sens vachement optimiste, hein. Vous avez plein de... Non, mais c'est vrai, vous savez quoi ? Vous êtes plus optimiste que moi, parce que franchement, moi, je suis pas très, très joyeux, en cette fin d'année et ce début d'année 2025. Ouais, mais c'est parce que t'es sous la grisaille de Floride avec le palmier. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. Mais c'est vrai, c'est parce que je suis aux États-Unis, parce que du coup, on n'a pas le même regard. Et tu vois, j'étais là, c'était au réveillon de Noël, je discutais avec des gens qui sont dans la tech, qui sont
dans les startups, qui investissent aussi beaucoup, tous azimuts et tout, et qui me disaient mais la France, c'est fini. On ne peut pas, et ça n'a aucun intérêt d'aller créer une boîte en France aujourd'hui. Il n'y a pas d'avenir pour pourquoi? Trop de réglementation à leurs yeux. Et je pense que autant moi et Bruno, on en a souvent parlé ensemble, je me suis toujours fait un peu le porte-parole de cette réglementation. Oui, mais elle est là pour nous protéger, machin. Thierry Breton est gentil, il a raison, il fait tout ça parce qu'il veut pas qu'on ait du malheur vis-à-vis des Américains. Et je me demande si on n'est pas complètement en train de se planter et de se tromper complètement de direction. Et si on n'est pas vraiment en train d'aller dans le mur. Parce que finalement, résultat des courses en 2024, et ça on aurait pu en parler aussi, l'une des mauvaises nouvelles qu'il y a eu, c'est tous ces services d'IA et autres qui n'ont pas pu arriver en Europe. Là, je prépare pour les jours qui viennent une espèce de best-of des éléments importants de l'année. Je suis retombé sur un passage où François disait oui quand même, l'Union européenne qui se félicite d'avoir bloqué Apple, c'est pas normal et tout. Et t'avais 100% raison, c'est pas normal. Et c'est quoi ce discours de merde quoi. On est sur la défensive, on est en train de tout fermer, de tout bloquer. Et c'est vrai, quand t'es aux États-Unis, le contraste est d'autant plus fort. Parce que ils sont dans une période complètement différente. Ils ont élu Donald Trump. On pense qu'on veut de Donald Trump, mais ça y est, c'est fait. C'est lui qui va être le nouveau président. Ils sont sur une vraie nouvelle dynamique. En janvier, les États-Unis vont être dans une dynamique incroyable. Et notamment Trump avec Musk ont réussi à séduire tout l'univers de la tech. T'as qu'à voir toutes les boîtes de tech qui vont déjeuner chez Musk. Oui, puis qui participent. Et qui participent. Et ça, voilà. Et ça, c'est incroyable. Attends, juste un truc. Il y a quand même une grosse dose d'hypocrisie aussi là-dedans. Ben oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Donald Trump a été élu, tu passes de son côté. Même si non mais il y a pas que ça. Oui, mais pourquoi? Oui, mais attends, mais c'est les États-Unis. C'est pas passer de son côté juste pour être bien vu par le patron. C'est pas seulement ça. Ils sont dans une dynamique. Tu sais, le DOJ, c'est ce qu'on m'expliquait là ici. Comment s'appelle le Dodge, le DOJE là, le truc Musk est en train de reprendre en main. C'est-à-dire, il est en train de moderniser l'administration américaine. Eh bien, ils sont en train de débaucher des mecs dans toutes les boîtes de tech. Mais des gros cerveaux, hein, des CEO, des CTO, des mecs ou des ingénieurs et des types qui y vont pro bono. C'est-à-dire que ils vont pas se faire payer pour ça. Mais ils y vont parce que ils sont tous dans le même sens sur, allez, on va moderniser, on va refaire. Et là, ils sont en train notamment de refaire toute l'infrastructure informatique de l'État, de l'administration, qui était encroûtée depuis des années dans des systèmes compliqués avec plein de couches différentes. Ils vont remettre tout ça à plat pour essayer de moderniser tout ça, de tout dématérialiser, de mettre de l'intelligence artificielle à tous les étages, de supprimer tous les échelons bureaucratiques qui servent à rien et qui embarrassent l'économie américaine. Et on en pense qu'on veut, mais putain, ils sont dans une dynamique incroyable. Et nous, on a quoi? On a de la réglementation comment dire, on est bloqué sous un filet comme ça, dans une espèce de nasse. Maintenant, on n'a même plus accès aux meilleures technologies. Politiquement, c'est la fin des haricots. On a que des gouvernements qui servent à rien. C'est des gouvernements qui servent à rien. On vient d'avoir le deuxième gouvernement qui ne sert à rien, qui va juste expédier les affaires courantes. On est à l'aube des années les plus importantes en termes de technologie où il va falloir prendre les décisions les plus importantes pour notre avenir sur l'IA, le quantique, toutes ces choses-là. Et nous, on est empêtrés dans des discours complètement débiles, des extrêmes qui s'affrontent, qui se clashent, qui sont incapables de travailler entre eux. Et personne qui ne voit rien, des vieux politicards qu'on nous a ressortis des tiroirs, qui n'ont aucune vista et qui ne voient absolument pas de quoi sera fait le monde de demain et qui s'en battent les... Enfin voilà, et je suis un peu énervé, c'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça, c'est l'eau de la Floride. Hein. C'est l'eau de la Floride. Non, mais c'est vraiment dommage, quoi. Ça devait être sympa le réveillon de Noël, Jérôme. Je pense qu'on a dû bien rigoler. Entre la dinde et le fromage, ça devait être cool. Non, mais t'as pas tort. Mais alors, tu vois ce que je veux dire. Pour détricoter ce que tu viens de dire, je pense que pour Elon Musk, tu as tout... Enfin, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Il réussit tout ce qu'il entreprend et le fait de digitaliser, de numériser on va dire les services publics américains, ça va être incroyable et ça va être intéressant de suivre ça de près parce que je pense qu'il va faire un truc de dingue dont
dont certains pays pourraient s'inspirer, même si on n'est pas les pires, nous, en France. Hein. Voilà, ça avance. Ouais. On va dire le service public c'est quand même transformé de manière assez importante en France ces dernières années. Après, il y a un autre chantier qui est intéressant, c'est l'Internet haut débit pour tous. Il faut savoir que les États-Unis, c'est pas comme la France. Alors, c'est un pays qui est évidemment beaucoup plus vaste. On a du meilleur débit. Tu vois, je veux dire, il y a des investissements qui ont été faits. On n'a pas raté ce coche, tu vois. Et c'est un peu comme si, je sais pas moi, à la fin du 19e siècle, tu ratais le coche de l'électricité. Et nous, on l'a pris au bon moment. Je pense que c'est bien qu'on ait investi des dizaines de milliards dans ce truc-là. Et aujourd'hui, on est paré pour l'avenir. Parce qu'en plus, la technologie de la fibre, c'est une technologie qui va durer des centaines d'années. Parce qu'il suffit de changer un appareil d'un côté et mettre le même de l'autre, et ben tu te retrouveras avec des débits exponentiels, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut pas tout, tu vois, tout jeter. On a réussi quelques chantiers, mais on a des atouts. On a l'électricité aussi. On a le nucléaire et à l'ère de l'IA, c'est super important, etc. C'est vrai. Mais tu as raison que dans le domaine du spatial, on commence à creuser notre écart et pas dans le bon sens. C'est ça qui est terrible. Je pense que voilà, il y a plein de sujets. Et puis alors la réglementation, tu as raison, tu as mis les pieds dans le plat. C'est chiant aujourd'hui d'avoir un iPhone à 2 vitesses, quoi. T'es aux États-Unis, tu as des fonctionnalités innovantes et t'es en France, t'as pas grand-chose. Alors bon, après il y a la traduction. Moi, je me dis qu'Apple est aussi à la ramasse. Avec son Apple Intelligence, rien que pour prendre cet exemple-là. Alors, on peut en parler parce que moi, je l'ai testé, vu que aux États-Unis, ça marche. Non, mais je termine juste. Ouais, je pense qu'il n'y a pas que la réglementation qui ralentit l'innovation pour Apple. Bon, déjà, ils nous font un petit peu payer toutes les amendes et tous les bâtons dans les roues qu'on leur met au niveau de l'App Store, etc., etc. Et puis, deuxièmement, je pense que préparer un service comme ça dans une langue étrangère, et notamment la France, ça prend du temps. Donc, le fait que ça arrive en avril, bon, c'est dans quelques mois, c'est pas la mer à boire. On verra ce que ça donne, si tu veux. Mais c'est vrai que on peut prendre le cas des Meta Ray-Ban. Il y a plein de choses où c'est chiant d'être en retard comme ça. C'est vrai. Et je pense que la barrière de la langue, la langue y est pour beaucoup aussi, tu vois. Ouais, c'est grave, c'est chiant et c'est grave. Franchement, à long terme, c'est très inquiétant. Et Apple Intelligence, pour revenir à des choses un peu plus légères, alors moi je l'ai essayé, je sais pas si... Mais Bruno, tu l'as essayé ou pas? Parce que au Canada, ça fonctionne si ton appareil est en anglais. Voilà, c'est ça, il faut que l'appareil soit en anglais. Et c'est intéressant, puisqu'on en parle, si vous me permettez, je vais vous en faire un petit feedback rapide, parce que sans passer en revue toutes les... Enfin, moi je trouve qu'il y a deux choses importantes. D'abord, le seul véritable apport, c'est-à-dire truc qu'on pouvait pas faire avant, c'est un truc vraiment très artificiel et très superficiel, c'est le fait de créer des images de soi-même très facilement par intelligence artificielle, et c'est assez rigolo. C'est le je sais plus comment ça s'appelle, Playground, je crois. Et puis il y a aussi les Genmoji. Alors ça paraît totalement anecdotique, j'étais le premier à me moquer de ce truc-là, et en fait c'est le truc le plus marrant quand t'installes Apple Intelligence. Après il y a les histoires de résumés des emails, résumés de notifications. Moi j'ai un peu testé, j'en ai parlé surtout à des gens qui l'utilisent depuis qu'il est lancé. Et qui sont très très sceptiques, très dubitatifs. Ils trouvent que ça fonctionne pas très très bien. Voilà, c'est ça. Ils trouvent que ça fonctionne pas très très bien. Les résumés de notifications sont pas parfaits. Ils comprennent pas bien évidemment les nuances, l'humour, etc. Et moi, ce qui me frappe aussi, malgré tout, c'est que j'ai l'impression que ce Apple Intelligence finalement n'apporte pas vraiment. C'est toujours la même histoire avec Apple. Ça n'apporte pas de vraie révolution par rapport à ce qu'on pouvait déjà faire avec l'appli ChatGPT, avec les différents services d'IA, etc. Simplement, et ça va être intégré dans la machine, et donc un peu plus en profondeur avec le système. Et là, c'est là où ils vont marquer des points comme d'habitude, parce qu'il y a du coup plus de gens qui vont utiliser de l'IA générative, parce qu'elle sera au bout du clavier de l'iPhone, en fait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais tu vois, quand l'appareil est sorti, moi, je pense que ça avait pris une semaine et j'avais dit,
sur toutes les tribunes auxquelles je fais participer, attendez leur iPhone 16, oubliez ça, attendez le 17. Parce que déjà, dans la maison, ils auront travaillé, les développeurs auront travaillé là-dessus, et c'est sûr que la prochaine déclinaison sera beaucoup plus intéressante. Un peu comme je faisais l'analogie avec les consoles de jeu, hein. Quand une console de jeu sort et on regarde la qualité, oh, c'est formidable parce que c'est déjà plus puissant que la version précédente. Mais à la fin d'une vie d'une console, alors que là, tous les développeurs ont su comment bidouiller chaque possibilité de pousser la machine au maximum et on se retrouvait avec des créations inimaginables par rapport à la première génération de jeux qui était faite pour une PS2, par exemple, ou une Xbox première génération. Ben, c'est la même chose avec l'iPhone. L'iPhone 16 aux États-Unis présentement ou en canadien et anglais au Canada, c'est ça. C'est des images qu'on peut faire, mais qu'on peut faire aussi ailleurs. Oui. Tandis que déjà avec le 17, ça sera ailleurs. Ça ira plus loin. Ça sera intégré. J'aime bien l'image que tu faisais et justement, ça sera dans la bête, ça sera inséré un peu partout. Mais ça l'est déjà un peu. Hein. Ça l'est déjà un peu. Après, voilà, il va falloir qu'ils améliorent certains trucs quand même. Hein. Ah ouais. Mais puis bon, laissons-leur le temps, parce que c'est vrai que je pense qu'Apple a raté le virage de l'IA. Ils sont précipités là ces derniers mois. Il faut leur laisser un peu de temps. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même cette polémique avec la BBC là. Vous avez vu ça? Les reportages sans frontières, ouais. Voilà, et Apple Intelligence dit des conneries. Et d'ailleurs, je crois que la BBC va les attaquer. Enfin, il y a eu un truc ils ont porté concernant. plainte. Ouais, ils ont Demande porté le plainte, retrait du résumé, ouais. Rappelle-nous ce que c'était ça, avec la BBC? Essentiellement, c'est arrivé il y a 2 semaines où il y a des gens qui sont mis à faire des tests, notamment à la BBC, puis aussi chez Reporters sans frontières. Ils ont fait des tests avec des résumés. Ils se sont rendus compte que le résumé machine avait rien à voir avec l'histoire. Alors qu'on disait, par exemple, quand il y a eu la tuerie du grand patron des assurances aux États-Unis, dans le résumé que Apple Intelligence faisait de la nouvelle, le tueur ou présumé tueur, parce qu'il n'est pas encore condamné, là, avait été, on disait qu'il était mort en détention. Alors que pas du tout. D'accord. En fait, il s'était suicidé. Oui, bon. Exactement. Wow. C'est-à-dire que le résumé de l'actualité disait qu'il s'était suicidé, alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas. Donc voilà. L'IA générative n'est pas fiable, hein, ça on le sait. Non, mais bon, après, c'est bien parce que ça nous laisse, nous, journalistes, du grain à moudre pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est pas encore prêt, qu'on n'est pas, Tout à fait. On n'est pas encore prêt à aller dans le tiroir, quoi, on va dire. Exactement. Puis, d'autant plus que dans le contexte d'utilisation pour de l'info, c'est là où la BBC et Reporters sans frontières ont dit, ben non, vous pouvez pas laisser les gens utiliser ça parce que c'est en train de désinformer les gens à partir de notre information que vous utilisez. Alors, s'il vous plaît, retirez cette fonctionnalité-là. Ouais, puis là, c'est la BBC et Reporters sans frontières, mais s'il y a eux, il y en aura certainement d'autres aussi qui vont s'en mêler. Bon, écoutez, voilà, les amis, on s'approche de la fin. Avant de vous lâcher, j'ai envie de vous demander, pour vous, un peu plus personnellement et professionnellement, de quoi sera faite votre année 2025 ? C'est quoi votre actu à venir ? Bruno, tu vas surfer sur toujours le succès planétaire de 120 secondes de tech. Quels sont tes projets, tes bonnes résolutions pour l'année à venir ? Je lance l'appel, trouver un commanditaire officiel du 120 secondes de tech. Ah ben oui, bien sûr. Mais qui va quand même très bien. Moi, vous voulez sponsoriser un super rendez-vous tech, adressez-vous à Bruno. Vous donner une idée, cette chose-là. Puis merci François, parce que quand je passe sur ton plateau, tu le mentionnes, Jérôme aussi. Mais j'ai passé quand même le cap du million de personnes chaque semaine que je rejoins avec 120 secondes de tech. C'est fou. Je pense que dingue. Et je dirais que la majorité demeure sur le continent américain, mais sinon, rapidement, c'est en Europe. Et puis aussi dans l'Afrique du Nord. Alors, je salue notamment les Marocains qui sont friands de 120 secondes de tech. Et je sais qu'il y en a qui nous écoutent, alors je les salue. Mais donc, c'est ça. Alors, c'était comme disait Shakespeare, c'était mon pet project de 2024. Mm-hmm. Il est là, il fonctionne bien. J'ai trouvé le rythme. Maintenant, c'est d'arriver à monétiser cet outil-là pour que ça soit périn. Pour que ça continue, bien sûr. Ouais. Donc, c'est sur tous les réseaux sociaux, hein, c'est ça? C'est disponible sur tous les réseaux sociaux et toutes les bonnes plateformes de podcast. Voilà. Et c'est sur ton compte de réseaux sociaux à chaque fois?
Ou il y a un compte spécial? Oui. Non, il y a un compte spécial 120 secondes de tech? Non, vous retrouvez, quand vous me cherchez, vous me trouvez. Quand on cherche, on le trouve toujours. Ouais. Exactement. Et si on te cherche, on te trouve aussi évidemment dans mon carnet, enfin dans ton carnet, tous les oui, à chaque fois. C'est le truc. Sur moncarnet.com. Ouais. Voilà, tous les moncarnet.com. L'innovation de la semaine. Et toi, François, donc 2025, ça y est, donc tu pars en vacances définitivement, mais là, on est en train, pour tout te dire, de préparer le CES, qui va être un grand rendez-vous, et je me réjouis d'ailleurs de vous y croiser, parce que tous les trois, on a la chance de pouvoir vivre ce rendez-vous, voilà, nous, à BFM Business et à Tech & Co, gros dispositif, on est plus d'une dizaine à partir, on va avoir un beau plateau à côté de l'Eureka Park, et voilà, et on va faire Tech & Co, on va faire De quoi je me mail, on va faire plein d'émissions. Et ça, c'est cool. C'est un rendez-vous que beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs attendent. Donc, voilà, on est très heureux d'y être. Et puis après, il y a plein... tu sais, nous, on a plein de rendez-vous sur l'IA. On essaie d'événementialiser des moments comme ça liés à la tech. Et voilà, souhaitons-nous, je pense à tous les trois, une activité bondissante, riche et passionnante. Voilà, c'est ça qu'il faut nous souhaiter. C'est bien dit, en effet. Et toi, ça va ressembler à quoi, Jérôme? Ah écoute, moi, première étape, comme vous, le CES de Las Vegas, et c'est pas rien. Si tu lançais une radio... Ah ouais, mais j'y pense. Je vais peut-être lancer une radio. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme projet foireux pour 2025? Écoute, tu sais quoi, il y a ceux qui ne font rien, ils se plantent pas. Non, écoute, tu sais, aux États-Unis, l'échec est extrêmement valorisé. Plus tu te plantes et plus tu inspires le respect. Donc, je suis très respectable. Non, c'est pas vrai. Enfin, je vais pas tout planter. Monde numérique se porte bien, se porte de mieux en mieux. Donc, l'audience a augmenté en 2024 et ça, j'en suis ravi. Avec des nouveaux auditeurs sur de nouvelles plateformes, sur Spotify, un peu sur YouTube. Et je vais essayer un peu plus de travailler YouTube. Voilà, j'en prends l'engagement et je vous regarde droit dans les yeux. Mais c'est beaucoup de travail aussi, YouTube, la vidéo, etc. Et puis je remercie aussi, moi, les partenaires. Bruno, on a la même problématique, et les commanditaires, comme tu dis, qui nous suivent. Et j'en ai plusieurs qui, d'ores et déjà, m'ont dit OK pour l'année 2025. Je peux les citer. Free Pro, qui accompagne cette émission, le Grand Débrief. Mais il y a aussi EDF, Capgemini, etc. Et puis d'autres. Donc, c'est super important parce qu'en plus, c'est des entreprises non seulement prestigieuses, mais avec lesquelles j'entretiens de très bonnes relations, qui apportent vraiment du contenu intéressant. Et en même temps, c'est du partenariat. Donc ça, je suis plutôt content de tout ça. Donc voilà, rendez-vous sur Monde Numérique, sur toutes les plateformes de podcast et puis bien sûr sur le web. Et il y a aussi la newsletter qui elle aussi grimpe. Mais Jérôme, pour les gens qui regardent la version vidéo, tu confirmes quand même que tu retournes en France, là? Parce que là, on voit, t'es ailleurs. Là, ouais. Oui, je vais retourner en France. Mais voilà, j'ai simplement pris un petit peu d'avance puisqu'on a le rendez-vous du CES à Las Vegas début janvier. Et puis voilà, j'avais des gens à voir ici en Floride, à la fois pour le boulot et pour des raisons perso. C'est quand même drôle, quand on parle de tous les grands patrons de la tech qui vont en Floride pour aller... Ouais, mais eux, ils sont très, 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 très riches, ce qui n'est pas du tout mon cas, si tu veux. Ouais, mais quand même, ça, c'est drôle de hasard. Ouais. Merci beaucoup les amis, évidemment, il ne nous reste plus qu'à souhaiter à tout le monde, à vous, je vous souhaite une très bonne année 2025 et puis je pense que vous vous joignez à moi pour souhaiter une très bonne année 2025 à tous nos auditeurs réunis, parce que réunis finalement, ça fait beaucoup de monde, tout ça. Voilà. Ouais, c'est clair. Et on s'en donne vite, rendez-vous à Las Vegas. Allez, pour le CES. Salut et à l'année prochaine, ciao, bye. Salut, bonne année. Ciao. Le Grand Débrief de Monde Numérique vous était présenté en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Vous aimez écouter des podcasts, vous avez peut-être envie de créer votre propre podcast. Alors rendez-vous sur le site formationpodcastpro.com. C'est une formation en 25 vidéos que je vous propose pour tout savoir sur le podcast. Quel matériel choisir, comment enregistrer dans les meilleures conditions, comment préparer un épisode de podcast et comment mener une interview comme un journaliste.
Je vous dis tout, je vous donne des trucs et des conseils. Que vous soyez un particulier passionné ou un professionnel qui veut en savoir plus sur la communication par podcast, c'est la trousse à outils idéale à acquérir en cette fin d'année. Et pour vous faire une idée, vous pouvez télécharger dès à présent la FAQ du podcasting disponible gratuitement sur le site formationpodcastpro.com.